cette ligne de 5, le milieu de terrain 3, et tout ça très, très regroupé pour fermer un maximum l'axe et pouvoir, dès que ça passe sur les côtés, aller fermer aussi les espaces sur les côtés. Et c'est vraiment la question qu'on va se poser, c'est quel Lyon on va avoir face à nous, même si moi j'ai un début de réponse. Mais contre Lens, ce qu'on a aussi vu, c'est qu'ils étaient capables de presser par moments et de presser très fort. Là, il ne peut plus parler, le pauvre. Il plaît. J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça. Bonjour à tous les gars, bonjour les amis, semaine d'Olympico. Enfin, grand match. Bon, pas dans un grand stade, mais un grand match avec l'Olympique de Marseille qui revient sur le devant de la scène cette semaine. On a hâte les gars de vous faire cet avant-match avec mon compadre de toujours, Naïm. Comment il va El Gringo? Bah écoute, après le résultat de ce week-end, ça va très bien. Ça irait encore mieux à une faute de main près du gardien de Girone. Mais bon, on va pas trop en demander dans ce début de saison. Et on a la chance, Naïm, aujourd'hui d'accueillir Samuel, le spécialiste de l'OM, l'analyse tactique version OL. Pour ceux qui le suivent sur les réseaux sociaux, c'est sur son arrobase Samuel As. Il a toujours une vision très fine et précise de son OL. Et j'ai bien aimé ta semaine, moi, Samuel, où tu as titillé un peu les supporters marseillais et lyonnais. Titillé, oui, on aime bien. On est joueurs. C'est vrai que contre Marseille, Lyon, entre l'OM, il y a toujours un petit peu des pics, un peu de chambrage. C'est de bonnes guerres et merci en tout cas pour la sollicitation. J'ai hâte de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Mais ce qui est top, Samuel, c'est juste avant qu'on parle de l'été lyonnais, parce que ça bouge autant qu'à l'OM, il y a autant de folie qu'avec Longoria, avec Textor. Je ne sais pas si vous n'êtes pas pire que l'OM maintenant, mais avant de parler de ça, tu as parlé d'un sujet qui m'a intéressé, où tu as interpellé les supporters lyonnais pour leur demander est-ce que finalement l'Olympico, ce n'était pas devenu le vrai duel pour Lyon en Ligue 1 et pour l'OM aussi? C'est vrai que moi, après, c'était, comme je l'ai répété après sur Twitter, ça se base que sur mon prisme, moi, de supporter lyonnais qui habite en région parisienne, qui n'a pas grandi avec cette rivalité, cette hostilité avec Saint-Etienne, avec les Stéphanois, qui est vraiment est historique et socialement, politiquement très ancré dans la région. Moi, j'ai cet aspect, voilà, avec les supporters de l'OL que je connais, les supporters de l'OM que je connais, depuis qu'on est petit, on a toujours eu à cœur de se chambrer. Voilà, c'était toujours des moments tendus, les Olympicos. C'est vrai que ça a pris une ampleur les 10 dernières années avec les transferts de droite à gauche. Je pense à Valbuena, je pense à l'épisode Payet, il y a eu l'épisode Grosso. Donc, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi tout autour du sportif, de l'extra-sportif, qui a rajouté un peu d'hostilité des deux côtés. Donc oui, j'ai compris le retour des supporters lyonnais qui habitent exclusivement à Lyon, qui ont grandi avec cette rivalité de Saint-Etienne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut se mettre à la place de supporters lyonnais, de supporters marseillais qui ne vivent pas forcément à Marseille ou à Lyon, qui a aujourd'hui une grande rivalité entre les deux clubs, ou en tout cas une hostilité qui n'est plus à démontrer avec tous les événements qu'on a eus les dernières années. Ouais, et même Naïm, c'est Olas qui a bien aimé faire monter la sauce. Textor commence à arriver. Il a compris que le Paris Saint-Germain n'était plus dans la même cour que les autres clubs de Ligue 1. Et finalement, Naïm, même Textor l'a mis du sien en disant il faut qu'on crée une grosse rivalité entre Lyon et l'Olympique de Marseille. Oui, je pense qu'il a vite compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir. Ben, la réalité, c'est qu'au début des années 2000, Lyon est devenu le meilleur club français à cette période-là. Donc, ce qui était logique pour l'OM, qui de tout temps, en fait, reste toujours le club le plus supporté et sûrement le plus important en France, ben de se trouver une rivalité avec le club qui est le plus fort à l'instant T. C'est parti un peu de là. C'est surtout parti, je pense, vraiment d'Olas. Je me souviens que dans cette période-là, il n'y avait pas d'animosité particulière pour Lyon à la base. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens qui me disaient, c'est pas que j'aime pas Lyon, c'est vraiment leur président que je supporte pas. Et donc cette rivalité, elle est pas mal partie de là. Et en fait, avec un peu le déclin de l'Olympique Lyonnais à la fin de leur série de 7 titres, et ben on s'est rapproché en termes de niveau. On était souvent assez proches. Et donc il y a eu une vraie rivalité sportive qui s'est créée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en théorie, parce que on voit qu'en pratique, ça c'est pas trop vrai. En théorie, ces deux équipes sont les deux équipes qui devraient être le plus proches du Paris Saint-Germain avec Monaco, et donc ils devraient continuer cette réalité et cette rivalité sportive. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore. Mais peut-être que c'est pour cette année.
Là, aujourd'hui, on a vu un mercato d'opportunités, de déséquilibre, mais pas d'opportunités dans le bon sens. Quand on voit l'OM, c'est un mercato d'opportunités dans le bon sens. Højbjerg, Rabiot, Wai, c'est des bons coups. C'est des bons coups flairés, des bons coups dans le sens où il n'y a pas tout le monde qui voyait forcément ces joueurs signés à l'OM au vu de manque pas la Coupe d'Europe, donc moins d'attractivité que certains clubs forcément, mais ça reste des bons coups. Nous, on les a fait, on a été opportunistes, mais pas forcément là où il y avait les gros besoins. Donc c'est là la grosse question de ce mercato, c'est de se dire, est-ce que c'est un mercato réussi? Est-ce que c'est un mercato pas réussi? Je ne saurais pas trop me positionner, je dirais que c'est un mix des deux. Parce que on s'est renforcé en attaque. Ça, je pense qu'on peut-être qu'on. Tiens, je te mets la ligne d'attaque pour moi, hein, et même pour Naïm aussi. Je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Vous avez probablement la ligne la plus garnie de Ligue 1 en termes de quantité. Peut-être pas en termes de qualité, même s'il y a énormément de qualité quand même. Je veux dire, si je réunis tous ces attaquants, Samuel, on est à plus de 100 millions d'euros en valeur, sur l'ensemble des 8 joueurs offensifs. Et j'ai été très, très, très impressionné par Malik Fofana, moi, en termes de potentiel, je parle. Hein. Je ne parle pas de réussite plus tard, mais en termes de potentiel, quand on voit Cherki, Mikotadze, Nuama, Benrahma, Wilfried Zaha, Lacazette, Orban, en fait, vous faites quoi? Vous faites un 5? C'est la question qu'on pourrait se poser. La grosse interrogation sur ce mercato, on ne peut pas nier qu'on a une très belle attaque. Elle est très belle, elle est fournie, elle est variée. On a des profils plus créatifs. Je pense à Benrahma, je pense à Cherki. On a des profils plus explosifs. Nuama, Fofana, on a une belle concurrence qu'on peut installer au poste de numéro 9, avec Lacazette. On a vu Orban qui faisait ses preuves, et Mikotadze qui a du mal un peu à démarrer, mais qui est toujours intéressant dans le jeu. Donc, c'est très intéressant. Mais aujourd'hui, ça entraîne pour moi d'autres problématiques. Un problème de gestion. Le coach, qu'est-ce qu'il fait avec autant de joueurs? Comment il peut les gérer, sachant qu'on a vu qu'il allait installer sûrement un système, on va revenir dessus, à 2 points de devant. Qu'est-ce qu'on fait des ailiers? Qu'est-ce qu'on fait de Cherki? Qu'est-ce qu'on fait de Benrahma? C'est ça la question. C'est aujourd'hui, l'effectif est très intéressant en attaque, mais est-ce qu'il est exploitable? Ou est-ce qu'il sera bien exploité? Ça, c'est la question que je me pose. C'est vrai qu'il y a une vraie question à ce niveau-là en termes vraiment du système mis en place. Parce que d'un côté, on se dit, si il joue avec une seule pointe, ça veut dire que un de Mikotadze ou Lacazette et maintenant Orban, puisqu'on voit qu'au tout début du mercato, peut-être qu'il n'était pas du tout dans les plans, mais finalement il reste sur le banc. Donc c'est un peu compliqué, surtout quand Mikotadze était à la base quand même la recrue phare de l'été. Et d'un autre côté, dans ce système à 2 pointes qui correspond très bien par contre aux 3 attaquants, eh ben on a du Fofana, on a du Nuama qui ne rentre pas du tout, qui ne peuvent Zaha, il est quasiment où pas dans jouer. l'histoire? Zaha, c'est pourquoi Et, Zaha? et Wilfried Zaha. On l'oublie tellement, Donc, parce que c'est un très très bon attaquant, attention, hein, mais qui peut être up and down. Hein, il a des pics où c'est un génie sur un match, il disparaît pendant 5 matchs. Mais la question, Samuel, c'est, comme tu disais tout à l'heure, dans le recrutement, c'est pourquoi à un moment tu te dis, je rajoute encore un joueur dans un schéma sur lequel j'ai déjà 7 joueurs. Ça, on l'a appris un peu après le mercato, même je crois très rapidement. Ça, c'était une grosse volonté de Textor d'aller chercher Zaha. C'est vraiment une envie, un besoin personnel de rajouter ce joueur à cet effectif. On ne va pas se plaindre, comme tu l'as très bien dit, Bilal. C'est un joueur de qualité, c'est un joueur qui peut apporter et qui peut faire des différences sur un match. Donc, c'est toujours un plus d'avoir, et un luxe, j'ai envie de dire, d'avoir ce genre de joueur. Mais c'est vrai qu'on se pose des questions. C'est que Zaha, c'est un joueur qui va forcément vouloir jouer. Il vient en prêt. Donc, est-ce qu'il va être motivé aussi bien que certains sur le terrain, sachant qu'il va sûrement retourner à Galatasaray juste après? En fait, ce transfert, il pose beaucoup de questions. C'est est-ce qu'il sera aussi motivé que les autres? Est-ce qu'il ne va pas peut-être entraîner, parce que c'est un joueur qui a un caractère fort, est-ce qu'il peut entraîner des problèmes dans le vestiaire avec les autres attaquants? Il y a tout un tas de questions qui découlent de ce transfert. Mais à l'instant T, on n'en sait rien, on ne sait pas ce que ça vaut aujourd'hui sur le terrain ou dans le vestiaire. Donc on va voir ça, je pense, dès dimanche. Dès dimanche, Tiens, il y aura quelques minutes. C'est tiens, en parlant de jeu, Naïm,
Je reviendrai sur une de tes déclarations, Samuel, aussi, quelque chose de très intéressant. On le mettra après les images vidéo. Naïm, tu as voulu nous sortir un petit peu l'analyse tactique de ce qu'on a vu, notamment face à Lens, parce que c'est un peu le match. Il résume pas mal de choses, le match de Lens. On trouvait que c'était un bon juste milieu entre le match de Lens et le match de Strasbourg et le match de Rennes et Monaco. Je pense que Lens, c'est peut-être. Déjà, l'effectif, il est beaucoup plus complet contre Lens que ce qu'il était contre Rennes et Monaco. Naïm, je te laisse prendre la parole. Oui, c'est vraiment la question qu'on me pose à Samuel au final, parce que on a été un peu embêté en préparant ce match en se disant le Lyon de Strasbourg et le Lyon de Lens, ça n'a absolument rien à voir. C'est contre Strasbourg, ça a pressé haut, ça a laissé énormément d'espace, ça allait un peu d'un but à l'autre. Contre Lens, ce qu'on a vu, c'est vraiment un bloc très 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 compact. Donc là, on a mis en évidence vraiment, on peut se rendre compte à quel point ils pouvaient se regrouper bas sur le terrain. Et donc, on a mis début de première mi-temps, début de deuxième mi-temps, et on retrouve à peu près la même chose. Donc, cette ligne de 5, le milieu de terrain 3, et tout ça très, très regroupé pour fermer un maximum l'axe et pouvoir, dès que ça passe sur les côtés, aller fermer aussi les espaces sur les côtés. Et c'est vraiment la question qu'on va se poser, c'est quel Lyon on va avoir face à nous, même si moi j'ai un début de réponse. Mais contre Lens, ce qu'on a aussi vu, c'est qu'ils étaient capables de presser par moments et de presser très fort. Ils ont vraiment, vraiment gêné les lanceurs dans la relance par à coup. Et donc, on le voit bien sur cette image. Ils ont quand même 7 joueurs assez hauts sur le terrain, dont 3, alors qu'ils étaient, on se rappelle, ils étaient quand même en 5-3-2. Donc ils n'ont pas hésité à se désorganiser d'une certaine manière pour aller presser et les empêcher de relancer. Mais ça a été très, très ponctuel. En règle générale, c'était quand même l'idée principale, j'ai l'impression, c'était se rassurer après des résultats un peu compliqués sur les 3 premiers matchs. Et moi, j'ai tendance à dire, depuis le début, je dis souvent à Bilal que le match de Brest a traumatisé pas mal d'équipes qui vont jouer l'OM, en se disant, si on va les chercher haut, on s'expose trop haut sur des transitions. Et depuis, les 3 autres équipes ont fait exactement ce même style de bloc. Donc, c'est la question que j'ai envie de te poser, c'est quel Lyon on va avoir face à l'OM? Est-ce que c'est le Lyon de Lens ou est-ce que c'est le Lyon de Strasbourg, vu que c'est quand même à domicile malgré tout? Moi, j'ai envie de te répondre. On verra bien plus le Lyon de Lens que le Lyon de Strasbourg. Je pense que le Lyon de Strasbourg, ça a été une vraie leçon pour Pierre Sage, dans le sens où il a appris beaucoup de choses. Il a pu tirer quelque chose de ce 3-5-2, de aussi cette capacité à pouvoir presser, mais cette capacité aussi à pouvoir beaucoup subir dans un match des transitions défensives, les transitions offensives adverses. Ce qu'on a moins vu à Lens. On a vu qu'il y avait un changement dans la manière d'adopter le match de Pierre Sage contre Strasbourg, VS Lens. Contre Strasbourg, comme tu l'as très bien dit, on va chercher haut. On a récupéré un nombre incalculable de ballons. Je n'ai pas le chiffre, mais on a récupéré énormément de ballons dans le tiers adverse. Très intéressant, parce qu'on a vu un pressing coordonné. On a vu souvent des situations de surnombre où on voit souvent des joueurs venir entourer le porteur adverse pour pouvoir justement le pousser soit au dégagement et récupérer le ballon encore plus haut, soit on a vu des lignes, comme tu l'as dit, qui pressaient ensemble. Et c'était intéressant. Mais par contre, défensivement, c'est là où il y a eu un gros couac contre Strasbourg. C'est que le pressing, on le voyait, était bien exécuté à certains moments, parce qu'il a permis de récupérer quand même un bon nombre de ballons, mais il était très mal géré quand il était passé par Strasbourg, et on se retrouvait complètement désordonné. On ne savait pas réagir à une transition offensive de Strasbourg. Ça, je s'est dit que contre Lens, on connaît leur force en transition offensive. On s'est pris les vagues lensoises l'année dernière, 3-0. Ça a été aussi, c'est resté encore dans les têtes. Il y a eu un gros changement, et tu l'as très bien montré sur les images. Bloc beaucoup plus compact, des lignes très distinctes, et encore cette histoire de surnombre. Moi, je l'ai vu à plusieurs reprises, cette histoire de surnombre, c'est-à-dire on va essayer de cadenasser un petit peu les joueurs lensois. Et on a vu que ça a bien marché, puisqu'on a tous été surpris de voir que Lens a eu du mal à proposer ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire jouer les transitions, monter haut, aller chercher dans le dos de la défense. On ne l'a pas vu énormément, voire presque pas. Donc, on a été très peu inquiété. Donc ça, c'est un bon point pour Pierre Sage.
on ne peut pas lui enlever ce changement un petit peu d'approche. Maintenant, offensivement, il y a des choses encore à travailler. Il y a des choses encore à travailler pour moi. J'aimerais aussi avoir un petit peu votre vision des choses offensivement. Il y a des choses à revoir. On a vu des belles choses, mais de la première à la 90e minute, ça manque de constante pour moi. On ne voit pas les mêmes choses dans tous les moments où l'OL a la balle. Ça, c'est ça qui me dérange encore un peu. Oui, clairement, tu me fais une belle passe décisive sur le pressing lyonnais parce que effectivement, contre Strasbourg, on a vu que c'était un pressing beaucoup plus coordonné, mais on s'est quand même rendu compte encore que par moment, dès le moment où il ne le faisait pas comme il fallait, il s'exposait énormément et très rapidement. Et c'est ce que l'OM va devoir réussir à faire parce que c'est notre grande force et c'est sûr que ça arrivera beaucoup moins souvent s'il joue de la même manière que contre Lens. Mais on a vu qu'il pressait quand même. Là, on voit d'entrée de jeu qu'il y a un énorme problème au milieu de terrain. Il y a une zone qui me paraît beaucoup trop vide. Et rapidement, on va voir qu'il y a un Strasbourgeois qui est vraiment seul donc, et qui peut être touché rapidement. Et le pire, c'est que c'est même pas lui qui va être touché, c'est l'autre dans une zone où il y avait quand même 2 Lyonnais. Et on voit un premier départ là-bas qui va pas du tout être suivi, mais ils vont jouer court et en une passe, vraiment en 1-1-2, tu vas voir que tu as 4 Lyonnais qui ont été éliminés. Après, avec une passe en profondeur, le latéral droit également éliminé. Et donc, on finit avec une action dans la surface adverse. Bon, mal gérée par les Strasbourgeois parce que ça reste que Strasbourg, j'ai envie de dire. Mais ce sont des actions que l'OM va devoir réussir à faire dans les moments où Lyon va presser. Parce que, comme tu as très bien dit, Samuel, par moments, ils ont vraiment pressé fort les Lensois et ils s'en sont pas sortis. Mais là, une des solutions, ce sera peut-être le jeu long, comme ça a été fait ici. Là, il aurait pu jouer côté droit, mais il est orienté pour aller jouer sur l'ailier gauche. Il va y avoir une mauvaise intervention d'un Lyonnais parce que le ballon du gardien n'est pas bon. Mais encore une fois, en une passe, toute la défense va être déstabilisée parce qu'il y a un trop gros écart pour les centraux. Et en plus, un manque de vitesse de Khaled Takar. Donc, ça, c'est ce que va devoir chercher à faire l'OM. Mais comme tu l'as dit, pour moi, ça va être très difficile dans le sens où ça va être plus une configuration à la lensoise, donc c'est-à-dire au match qui s'est passé à Bollaert, et donc qui laissera moins d'espace, mais pas impossible parce que Lyon va presser par à coup si je me fie à ce que j'ai vu au dernier match. Et c'est peut-être finalement une des clés principales du match, c'est ça, c'est de savoir est-ce que Lyon va presser à bon escient? Est-ce qu'ils vont réussir à nous empêcher de relancer, sachant que c'est pas encore notre point fort de l'arrière, on a des difficultés. Et s'ils le font mal, est-ce que nous, on va réussir à toucher nos offensifs dans le sens du jeu? Et là, on a vu contre Brest que si on arrive à faire ça, on est très, très dangereux. Mais je te rejoins à 100% et c'est là où j'ai un petit peu peur du match de dimanche. C'est qu'on commence à voir vos forces, notamment en transition, vous excellez, j'ai envie de dire, sur certaines phases de jeu, on voit vraiment qu'il y a de la force, il y a de la fougue, ça va très vite. On voit aussi beaucoup de jeux à 3. On commence à voir petit à petit que De Zerbi pose sa patte tranquillement. Elle n'est pas encore pour moi, ce que je disais sur Twitter hier, elle n'est pas encore entièrement visible, on ne la voit pas encore, mais c'est normal. Parce qu'on le sait, De Zerbi, ses équipes arrivent souvent en maturité après 1, 2, voire 3 saisons. On pense à Brighton notamment, où je crois que c'est la deuxième saison, ils finissent 6 ou 7e, ils vont jouer l'Europe dans un championnat dont on connaît la difficulté. Donc là, aujourd'hui, la chance, j'ai envie de dire, c'est qu'on n'a pas une équipe encore très mature dans le jeu ce dimanche. Et que pour moi, ça va se jouer, comme tu l'as très bien dit, sur la manière dont on va venir vous chercher. Est-ce qu'on va venir vous chercher haut? Est-ce qu'on va vous attendre pour justement jouer comme on l'a fait face à Lens avec Abner qui vient prendre le dos des défenseurs et les deux attaquants qui vont essayer de se régaler entre eux parce qu'on a vu quand même qu'il y avait une belle complicité entre Orban et Lacazette, à voir si les deux seront alignés. C'est une bonne question. Est-ce que ce sera Mikotadze? Est-ce qu'on va redonner confiance à Orban parce qu'il a quand même mis 2 buts hors jeu de très peu, mais hors jeu quand même. Dont un très très beau, vraiment, avec une magnifique finition. Donc à voir. Je t'ai mis un peu la compo, on en parlera après la dernière vidéo. Je t'ai mis la compo. Moi, pour revenir sur ce que dit Naïm, j'avais une question bien précise à te poser. Dans cette notion d'aspiration, pour moi, il y a deux joueurs clés chez vous.
mais qui sont clairement en manque de rythme par rapport aux autres, c'est Matic et Tolisso. C'est-à-dire que c'est des joueurs avec ballon qui sont, ils n'ont aucun problème, c'est des joueurs très à l'aise, même sous pression. Mais par contre, à la perte de balle, ça reste quand même des joueurs qui sont relativement lents, qui manquent de puissance, qui manquent d'explosivité. Et sur le fameux pressing que tu lances, face à eux, ils vont avoir Kondogbia et Højbjerg, et ils vont avoir aussi Luis Enrique et Aminarit, qui sont quand même beaucoup, beaucoup plus véloces que ces deux joueurs. Alors, on verra si Jordan Verretou va démarrer ce match, parce que on peut penser que Verretou va probablement transformer ce milieu de terrain. Pour moi, c'est bien plus fort Verretou que Tolisso à l'instant T. Alors, Tolisso, la saison dernière, peut-être en tout cas. plus utile. Je veux dire plus utile, parce qu'il a un plus gros volume de course. Il est peut-être moins fort techniquement que Tolisso, mais il a un beaucoup plus gros volume de course. Et c'est un joueur généreux, même si ce n'est pas un grand récupérateur. Mais pour moi, la clé sur votre double pivot face à Luis Enrique, notamment à Minarit, ou peut-être Koné, on ne sait pas, on verra un peu sur les compos. Est-ce que c'est pour toi, dans ce que tu as montré Naïm sur l'aspiration, est-ce que c'est les deux joueurs clés ou pas? C'est clairement les deux joueurs clés. Je rajouterais même Cacré dans ce milieu de terrain, dans le sens où on a vu à quel point Cacré nous a mis en difficulté face à Lens, non pas dans le pressing qu'il exerce plutôt bien. C'est un joueur qui court beaucoup, qui va souvent chercher à accompagner les autres joueurs au milieu de terrain pour venir presser. On le voit des fois très haut, mais c'est dans l'utilisation du ballon. Quand on sait à quel point Højbjerg est devenu la vraie plaque tournante de l'OM et une vraie force, on voit, moi je le sais déjà d'avance que Højbjerg, il va y avoir un OM avec et un OM sans Højbjerg, auquel cas il se blesse, ou suspension. Ça va être la difficulté. C'est comment gérer un joueur qui excelle sous pression comme Højbjerg, comment gérer un joueur qui sait casser des lignes comme Højbjerg. C'est là aussi la difficulté pour moi vont devoir gérer les trois milieux du terrain, mais aussi les défenseurs. C'est aussi, tout va se jouer en fait dans la lecture pour moi et l'appréhension des joueurs adverses. Tolisso, on a vu que sur les 2 derniers matchs, il monte un peu en puissance. C'est pas le Tolisso de l'année, mais bon, on peut pas. C'est un peu la loterie avec Tolisso. On ne sait pas si ça va durer, on ne sait pas si c'est seulement que 2 matchs, mais c'est ça qui a quand même un petit peu apporté une force, si je puis dire, au milieu de terrain lyonnais sur les 2 derniers matchs. C'est qu'on a vu un Tolisso qui se projetait, qui tentait des passes dans le dos des défenseurs. On l'a vu plusieurs fois trouver Abner, on l'a vu plusieurs fois trouver Orban aussi dans le dos, dans la profondeur. Même déclencher le pressing, hein. On l'a même vu des fois lui déclencher le pressing jusqu'au gardien. Ouais, qui est monté vraiment très très haut pour aller chercher. Mais c'est pareil, Matic en début de saison a aussi beaucoup de mal à apporter du dynamisme, de l'explosivité à ce milieu de terrain. Et c'est vrai que nous, on a peur d'une chose, c'est se retrouver sous l'eau. Quand tu vas voir Luis Enrique, quand tu vas voir Aminarit, quand tu vas voir Greenwood, tous ces joueurs débordés, demander le ballon dans les pieds, dans le dos, c'est la gestion aussi de ces joueurs-là qui va être intéressante. Donc, c'est vrai que pour moi, et on le dit souvent dans le football, mais la bataille va se jouer aussi au milieu de terrain. C'est la gestion un petit peu des sorties de balles de Højbjerg, c'est la gestion des projections du double pivot, de Harit, où il va se positionner, parce qu'on a vu qu'Harit aussi trouvait des très belles passes en ce début de saison. Est-ce qu'il va être aussi efficace? Il y a beaucoup de questions dans cet Olympico, et comme on est sur 2 équipes qui ne sont pas matures dans le jeu, encore moins l'OL que l'OM, les questions, c'est avec un très grand point d'interrogation aujourd'hui. On n'arrive vraiment pas à voir le schéma que veut imposer et la patte que veut imposer Pierre Sage. On a vu qu'en tout cas, il y avait un gros changement par rapport à Strasbourg dans l'aspect compact, dans l'aspect des lignes bien visibles en phase de transition défensive. Maintenant, c'est comme je le répète, là où je l'attends, c'est aussi dans ces transitions offensives, dans la construction du jeu, dans la gestion du double pivot Højbjerg-Kondogbia. Il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à se questionner. Et franchement, j'ai vraiment hâte de ce match. Il est très, très intriguant, ce match. Ah, c'est vrai, tu nous parlais de l'attaque lyonnaise. Et effectivement, ce que tu as dit, c'est exactement ce que disait Villesse, c'est que c'était irrégulier dans le même match, en fait. Tu pouvais voir des actions vraiment magnifiques et des pertes de balles incroyables. Justement, on pense au but à Orban, hein, qui est vraiment magnifiquement construit, celui qui est refusé, pas celui où il va tout seul, mais celui sur la remise de la casette. Il y a parfois des actions un peu de génie comme ça,
parce qu'il y a de la qualité offensive, mais on sent que c'est pas rodé. Et il y a un joueur qui, je pense, ne disputera pas ce week-end, c'est Mikotadze. À mon avis, il va repartir avec Orban, mais je peux me tromper. Et Mikotadze, il symbolise un peu ça. On sent qu'il a du talent. Vraiment, moi, j'ai trouvé qu'il avait fait des bonnes choses quand même dans le jeu dans son premier match à Rennes, mais il rate un penalty qui est sûrement le tournant du match, parce que avec la tendance de Lyon de remonter des matchs, je pense que s'il marque à ce moment-là, le score final, c'est 3-2. Et surtout, le match de Strasbourg, je l'ai vraiment vu individuel comme il ne l'est pas d'habitude. C'est un joueur que je trouve collectif qui revient bien le jeu. Et le nombre de fois où Lacazette s'est tenu la tête entre les mains en se disant mais c'est pas possible, il me donne pas le ballon là, alors que c'était quasiment des buts tout fait. Donc il y a un peu de ça sur les offensives. Et il y a aussi un dernier point qu'on voulait voir avec toi, c'était les sorties de balles. Parce que là aussi, il y a deux choses totalement différentes qu'on a pu voir. Contre Strasbourg, ça a essayé un peu de jouer au ballon, de sortir ces ballons-là. Mais contre Lens, dès qu'il y avait le moindre pressing, on s'est rendu compte en fait que Perry, il allongeait systématiquement. Là, on voit qu'il y a Matic qui décroche un peu, donc il y aurait possibilité de jouer un peu court. Mais en fait, après un échange avec Kaletakar, alors que le pressing n'est pas encore très fort, et on va voir Perry allongé directement. Là, la même chose, on va avoir un décrochage lyonnais au milieu du terrain. Il y aurait une possibilité facile de jouer court. Mais une nouvelle fois, dès que ça commence à se rapprocher un petit peu, c'est du jeu long. Et en fait, ce que m'a fait remarquer Bilal, c'est que oui, il y a du jeu long, mais ça arrivait toujours précisément sur Orban. Donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est par un peu manque de confiance, parce qu'on a bien compris que le match de Lens était pour se rassurer que dès qu'il y avait un peu de pressing, on jouait long, ou est-ce que, au vu de la précision du jeu au pied de Perry, est-ce que c'est pas une vraie consigne de s'appuyer sur Orban directement pour de le viser vraiment précisément pour construire le jeu? Je pense que ta question est très pertinente. Je pense que c'est un peu un mix des deux, dans le sens où on avait besoin de se rassurer quand on sait que Lens est une équipe quand même globalement plus forte que Strasbourg et qu'on a énormément subi sur des petites erreurs en contre-attaque, en transition défensive. On avait besoin de se montrer qu'on pouvait aussi gérer une équipe comme Lens. Et quand on sait que Lens est très très bien organisée, même si elle l'est un peu moins sous le style, mais elle a gardé des restes de Francaise sur son pressing, sur sa manière de coordonner, et vraiment cet aspect de ça va très très vite, Lens. Ça peut aller même plus vite que beaucoup d'équipes en Ligue 1. On récupère le ballon et on a vu souvent Lens la saison dernière provoquer énormément d'erreurs chez les équipes adverses. Donc il y avait cette peur de se retrouver un peu comme je le précisais face au Lens de la saison dernière où on prend 3-0, où le match est globalement équilibré et on se fait arracher sur des transitions offensives de Lens. Perry, on l'a bien vu et tu l'as souligné, excelle par son jeu au pied, son jeu très très long pour envoyer, ou avec même, on l'a vu plusieurs fois, prendre le ballon à la main et envoyer des longs ballons à la main. C'était assez surprenant. On n'avait pas trop l'habitude de ça, en tout cas ces dernières années avec Lopez, autant de précision balle au pied. Et quand on a vu que Orban pouvait en fait étirer les trois défenseurs de Lens, c'est-à-dire qu'on a Orban qui va essayer de chercher dans le dos des défenseurs, donc forcément il va y avoir un déséquilibre dans la défense lensoise. Comme Orban a été très juste dans ses appels, même si ça se joue à quelques centimètres sur ses buts, mais on l'a senti très juste. Et Lacazette qui va venir un peu plus reculer, participer au jeu. On le voit bien, c'est lui qui fait la passe décisive sur le but hors jeu d'Orban. Donc on a vu cette envie d'aller envoyer des longs ballons, parce qu'on connaît la précision de Perry, balle au pied. Orban qui vient chercher très bien la profondeur, et Lacazette qui peut rester en soutien pour appuyer au jeu. Et ça, on l'a vu, ça a perturbé plusieurs fois les Lensois. On les a vus très déséquilibrés. On a vu Abner, justement, qui, quand il voyait Orban partir dans le dos des défenseurs, lui-même prenait son couloir gauche. Et on l'a vu souvent avec Tolisso qui se projetait, le trouver. C'était bien pensé de la part de Pierre Sage, et je pense que c'était propre à l'association de Lacazette et Orban. Pour cela, pour moi, qu'on a vu Mikotadze sur le banc. Et j'en profite pour réagir à ce que tu as dit. Mikotadze, j'ai un peu l'impression c'est pas du tout la même chose, parce que les attentes ne sont pas les mêmes, mais je vais prendre l'exemple de Cherki. Cherki et Mikotadze, je vois beaucoup de choses similaires, dans le sens où Mikotadze est très attendu. Mais Mikotadze est en manque de confiance. On le voit clairement, il est bon dans le jeu, mais à l'image d'Iliman Ndiaye l'année dernière,
il a du mal dans le dernier geste. Cherki, c'était la même chose. On l'a mis sous une pression immense parce qu'il a percé très très jeune dans le football. Et comme on le faisait jouer que 15-20 minutes, on a un joueur, et on l'a très bien vu avec Nico Tadze, qui va vouloir absolument tout prouver sur 15-20 minutes. Et tu l'as souligné, un peu de manque d'altruisme, un peu d'égoïsme pour chercher l'action qui va le libérer, qui va lui donner confiance. Mais on se retrouve dans un cercle qui n'est pas du tout vertueux parce que ça marche que très rarement. Alors que jouer dans le sens du jeu, ça peut peut-être permettre de lui se libérer un peu plus. Et j'ai un peu peur que, après, voilà, ça va être aussi la gestion de Pierre Sage et la gestion de lui-même de Nico Tadze, qu'on n'ait pas un Nico Tadze forcément comme on l'attendait quand il a signé. C'est un peu la grosse question aussi. C'est un gros investissement. Mettre Orban titulaire alors que tu as investi presque 25 millions d'euros sur Nico Tadze, ça prouve que le joueur n'est pas en confiance et que dans le système de Pierre Sage aujourd'hui, est-ce qu'il ne va pas faire doublon avec Lacazette? C'est un peu ça les questions que tout le monde se pose. Voilà. Je voulais rebondir, Naïm, sur ce que tu disais par rapport à Nico Tadze. Bon, en tout cas, c'est intéressant d'avoir la vision de Samuel sur cet Olympico. Avant d'arriver juste sur les pronos, côté lyonnais, il y a des absents sur blessure, suspension ou autre que le 11 de départ qu'on montrait ici, autre que le 11 de départ pour nous, qui devrait sensiblement être le même face à l'Olympique de Marseille. Est-ce que toi, Samuel, parce que côté marseillais, nous, aujourd'hui, on a pas mal d'absents, notamment avec Quentin Merlin, avec Cornelius qui va être suspendu, Balerdi qui revient à peine de blessure, Wai, pareil, incertain, mais qui devrait revenir aussi dans le groupe. Rabiot qui n'est pas encore prêt, qui sera probablement pas sur la feuille de match. Est-ce que côté lyonnais aussi, on peut penser qu'il peut y avoir des absents ou pas? On a un petit peu des incertitudes parce que Matic et Tolisso sont sortis notamment, on pense, sur blessure. Après, on ne connaît pas la gravité, il n'y a pas eu de communication ou quoi. Donc, on ne sait pas s'ils seront dans le groupe, s'ils seront titulaires de notre côté. Tagliafico, Nuama étaient revenus dans le groupe contre Lens, mais n'ont pas eu de temps de jeu. Donc, je les vois mal débuter un match aussi important et qui va nécessiter beaucoup d'intensité, de les faire jouer titulaires. Et concernant Ryan Cherki, un gros point d'interrogation. Est-ce que sa convocation est liée à sa prolongation ou non? Est-ce qu'il est en condition physique? Parce qu'il y a eu les JO, mais il n'a pas eu la même préparation que tout le monde. Donc, ce qui est sûr, c'est que Wilfried Zaha devrait être dans le groupe. On devrait le voir jouer. Je ne pense pas titulaire non plus, mais on devrait le voir jouer au moins 15-20 minutes sur une fin de match. Maintenant, Cherki, Tagliafico et je ne sais plus qui était le dernier. Un peu d'incertitude concernant leur présence. Et Noama, excuse-moi. Ouais, Noama. Bon, bah écoute, hein, c'est vrai que de votre côté, beaucoup d'absents. Beaucoup d'absents. Oui. Elle est dure à donner la compo chez nous parce qu'il peut y avoir 3 compositions. On peut avoir la même compo que face à Nice avec le retour de Balerdi qui remplacerait Cornelius, mais le reste, on garderait le même 11 de départ. On peut avoir une compo avec Lirola qui prendra le couloir gauche et Murillo à droite avec Balerdi, Cornelius derrière et avec peut-être Wai à la place de Mopé. Et on peut avoir aussi Ulysse Garcia qui prend le couloir gauche et Murillo qui se replace dans le couloir droit avec Balerdi et avec soit Mopé, soit Wai. En fait, il y a beaucoup d'incertitudes côté marseillais, mais ce qui est sûr, c'est que l'axe fort marseillais, Balerdi, Højbjerg, Kondogbia, Luis Enrique, Aminarit, voire même Koné, parce que c'est peut-être, tu vas le découvrir, mais c'est peut-être l'un des plus gros potentiels de l'OM, Wai ou même Mopé, ceux-là seront présents et on a du monde aussi sur le banc niveau offensif. Maintenant, pensez aussi, pardon les gars, j'oublie à chaque fois de demander à ceux en commentaire, parce qu'on reçoit énormément de commentaires et on vous remercie à tous de suivre, de partager, de liker la chaîne et surtout donnez-nous vos pronos pour cet Olympico. Samuel, moi je veux avoir ton prono pour ce match-là parce que en tant que supporter lyonnais, en général, on est pessimiste pour son club quand on a beaucoup souffert. Tu as trouvé les mots justes parce que je le suis un peu. J'ai l'impression que les 2 dernières années, on a énormément de mal
à jouer contre vous, même si bon, on a vu que l'année dernière, on a gagné, mais de justesse. Hein, c'était pareil, c'était l'alignement des planètes. Je dirais un partout. Je dirais un partout. Je pense pas qu'on va avoir un match de folie pour moi. On va, comme je te le disais, Naïm, essayer de vous attendre et pas venir trop vous chercher pour pas s'exposer parce qu'on sait que c'est aussi votre force. Vous de votre Samuel, côté, juste coupe. Hein. L'Olympique de Marseille à l'extérieur, c'est 8 buts. Et Lyon, c'est 5 buts encaissés. À domicile. Je dis ça, je dis rien. mais c'est un match important. C'est un match aussi dans les têtes qui est très important. Donc, on sait à quel point ça peut jouer. Mais c'est vrai qu'offensivement, vous avez prouvé que vous êtes dangereux. Mais je vois quand même le 1-1. Le 1-1 qui arrange personne. Vous qui voilà. Et les buteurs? Les buteurs. Je pense que Orban va marquer. Et je ne sais pas pourquoi, depuis ce matin, j'ai un pressentiment que Højbjerg va mettre le missile de l'année contre nous. J'ai un pressentiment. Je ne sais pas comment te l'expliquer, c'est intuitif. Mais je pense que ce sera Højbjerg de votre côté. Il a un sacré missile dans le pied. Et Naïm, ton prono? Eh ben écoute, malheureusement, comme contre Nice, je sens, et Samuel me le confirme bien, que ça va nous attendre, ça va fermer les espaces, et exactement la même chose. Je sens que ça va pas être un beau match, alors qu'on avait deux équipes vraiment pour avoir un match extraordinaire, c'est-à-dire deux équipes extrêmement talentueuses offensivement, mais avec des faiblesses défensives. Mais malheureusement, je pense que ça va être assez cadenassé. Je reste optimiste au niveau de la dynamique, donc j'ai envie de dire 2-1 pour l'OM. Je pense que Lacazette va marquer parce que même s'il fait pas un très bon début de saison dans le jeu, ça reste sur les éclairs de génie largement le joueur le plus dangereux à Lyon. Et j'ai envie de te dire que Greenwood va mettre un doublé parce que je pense qu'il est de la trempe des joueurs qui ne ratent jamais 2 matchs à la file. Il n'a pas été bon contre Nice, donc je pense qu'il va faire un gros match contre Lyon. Pas mal. Alors moi, comme je m'étais totalement manqué contre Nice, où je pensais que ça allait vraiment attaquer des deux côtés, mais j'avais oublié qu'en Ligue 1, les entraîneurs, quand ils venaient au Vélodrome, en fait, ils n'avaient qu'une seule ambition, c'est de placer le bloc très très bas. On rigolait avec Naïm, on disait qu'entre Dante et entre Guessant, il y avait 3 mètres d'écart entre les deux. Et comme je pense qu'à Lyon, il y a pas mal de bus, il y a un bon réseau, de trams et de bus, et je pense que ça va jouer aussi très très bas, et c'est le jeu de nous attendre et de nous contrer avec la force de frappe lyonnaise. Je serais limite tenté de dire un 0-0 ou un 1-0 avec un but en fin de match de Neil Maupay. Ce serait juste une petite fléchette envoyée au public lyonnais. Mais ouais, je suis un peu comme vous, je ne pense pas qu'il va y avoir beaucoup de buts malgré les statistiques. C'est sûr que… En fait, j'ai lu quelqu'un qui me disait que ce match-là, c'était un tournant. Déjà, le premier, entre guillemets, petit tournant. On n'est qu'au début du championnat, mais quand même, ça reste la 5e journée. Il y a eu des matchs et forcément, après, chaque équipe veut aller gratter le maximum de points le plus tôt possible. Nous, 6 victoires, on peut commencer à recoller au tableau. Vous, 6 victoires, vous pouvez tenir tête au PSG. Il y a cet aspect d'invincibilité. Vous allez nous chercher chez nous. Donc, ça peut mettre aussi grandement en confiance les joueurs parce que ça reste un match, même si on ne sait plus le Lyon et le Marseille d'avant, mais ça reste un match où c'est 2 grands clubs français, donc c'est un choc. Donc, si vous venez nous chercher, ça peut être pas mal. Donc, je disais, un nul, ça arrangera personne pour moi, mais vraiment personne. Des fois, ça peut arranger des équipes. On connaîtra déjà les résultats de tout le monde avant. Donc, tout le monde voudra aller chercher la victoire pour chercher les places d'en haut. Donc, je le vois un petit peu comme un tournant. Le premier tournant de la saison, cet Olympique. C'est un vrai tournant psychologique, en fait. C'est pas un tournant mathématique, parce qu'il n'y a pas de tournant mathématique à la 5e journée, mais un vrai tournant psychologique, parce que exactement comme tu l'as dit, en cas de victoire de Lyon, ils effaceront un peu les deux premiers résultats et vraiment auront les ambitions de jouer au haut du classement. Et nous, on enverrait un message très, très fort. Si on est capable d'aller gagner à Lyon et de rester dans la roue de Paris, et en plus en croisant les doigts, en se disant qu'ils se font approcher par Reims là-bas, eh ben, on enverrait un message en disant oui, peut-être que éventuellement on pourrait voir un peu plus haut. Donc, je suis d'accord, c'est un match très important, petit tournant, mais la saison restera longue malgré tout. La saison, on sait
Encore merci à vous deux. Merci Sam, franchement c'était top d'avoir ta vision d'un expert lyonnais, d'un fan qui va vibrer dimanche devant son Olympico. Nous, Naïm, on a encore des échanges qui arrivent. Il y a la conférence de presse demain à la commanderie à 13h30 je crois. On aura déjà une première vision aussi du groupe et des blessures et des absents. Et bien évidemment, rendez-vous dimanche soir pour l'Olympico et l'après-match avec Naïm où on espère décortiquer une victoire de l'Olympique de Marseille. Merci à tous, encore merci à tous les abonnés, vous êtes extraordinaires, les commentaires sont tellement magnifiques qu'en fait, on n'attend plus que beIN Sport et Canal pour nous appeler pour leur présenter la minute tactique. En tout cas, merci à tous et on se retrouve très 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 bientôt dans la Minute Web. Merci à tous.